Bonjour à tous l'équipe, bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts? Et si tout le monde est prêt, on débute. Alors, est-ce qu'on est nombreux, est-ce qu'on n'est pas nombreux, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que les gens sont chauds ou pas? Ça, c'est déjà la première question. Et en fonction de ça, on démarre. Alors, journée mouvementée, comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. C'est un petit peu sans queue ni tête. C'est clairement les journées qui servent à rien, sauf si on, voilà, si on se débrouille en scalping et encore. Il y a des sous à faire, mais franchement, c'est pas là où il y a le plus de sous. De toute évidence. On peut se débrouiller, mais franchement, c'est presque pas drôle, quoi. C'est-à-dire que, ouais, il y a un petit peu de mouvement, il y a de quoi faire, mais c'est même pas ultra drôle. Donc, à la rigueur, chacun fait ce qu'il veut. S'il aime bien trader ce type de conditions, personnellement, voilà, actuellement, je suis quand même en mode assez stand-by off, dans le sens où, voilà, je fais des petits trades, des petits scalps, mais réellement, c'est pas là où je fais la majorité de mon argent. N'oubliez pas, l'argent, il y a des moments où il est ultra facile, il est carrément donné, d'accord? C'est vraiment, on ouvre l'écran, comme on a pu avoir en janvier, février, où c'était du pur régal. Et il y a des moments où c'est vraiment comme ça, capricieux, sans trop de sens. Et réellement, dans ce genre de conditions, sauf si on a des statistiques acceptables dans ce genre de conditions, il est préférable de rien faire. Et ça, c'est vraiment ce qui coûte le plus chez les traders et ce qui coûte le plus, on va dire, chez la majorité des gens. C'est vrai qu'à un moment donné, même moi, il m'arrivait de trop trader ou de trader dans des conditions qui n'étaient pas forcément les miennes et je perdais de l'argent bêtement. C'est-à-dire que là, si on fait n'importe quoi et on voit son capital couler, c'est une mauvaise idée. Il y a des gens qui comprennent la PA et tant mieux si c'est le cas. L'objectif n'est pas de se retenir. Vraiment, mon objectif, c'est de se dire, ok, si moi je comprends pas, ou si moi j'arrive pas à trader, dans ces cas-là, je trade pas, c'est tout. Mais si derrière des gens qui arrivent et ce genre de conditions leur va bien, on les prend. En scalping, il y a de quoi faire. C'est 100 $ de mouvement sur Ethereum, il y a quelque chose, d'accord? Mais si on est là pour faire du swing, ou on est là pour faire de l'intra, enfin de l'intra ça fonctionne, hein, mais plus du swing, eh bien en fait, on est revenu au point de départ par rapport à hier. Donc du coup, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc soit on profite de la vol, et dans ces cas-là, on se fait rêver, soit dans ces cas-là, on attend pour un autre type de trading. Mais là, pour l'instant, voilà la journée. D'accord? C'est-à-dire que un peu dans tous les sens. Encore une fois, il y a des gens qui traitent parfaitement dans ce genre de conditions. L'objectif, c'est absolument pas voilà, de dire que tout le monde va perdre. Non. En revanche, il y a beaucoup de gens qui perdent dans ce genre de conditions. Ok? Alors, l'objet de ce live, c'est d'abord les move contracts. Pourquoi? Parce que j'ai eu énormément de requêtes sur ce sujet. On m'a posé la question un énorme paquet de fois sur les moves. Donc du coup, j'ai décidé de orienter ce live Twitch en mêlant l'utile à l'agréable et en faisant un live entièrement dédié au move contract. Alors pour terminer, on se lancera sur un petit peu d'analyse, sur un peu de price action pour voir un petit peu où en est le prix des cryptos, s'il y a des choses à dégager. Et sinon, ça sera du coup le programme pour aujourd'hui, pour ce soir. Donc on débute
la séance avec du move. D'accord, on va vraiment parler des move contracts en priorité. On va voir leurs avantages, leurs inconvénients. On va voir comment bien prendre les moves. Quelle est ma strat? Quand est-ce que je prends un move? Est-ce qu'il est intéressant de prendre des moves? La différence entre un move et pourquoi pas un contrat tout simplement straddle où on achète un call et un put. Et du coup, on va essayer de répondre en fait à tout ce genre de questions pendant ce live. Alors, évidemment, je vais tenter évidemment de raconter le plus de choses en étant le plus précis possible. Et forcément, peut-être que j'oublierai des points. C'est pour ça que je répondrai à vos questions au moment où je vous pose la question. Donc, on va décortiquer le live de cette façon avec tout simplement comprendre tous les paramètres qui rentrent en jeu dans un contrat move. Ensuite, on va comprendre pourquoi il est indispensable d'identifier l'état du marché lorsqu'on achète un move, d'accord? Donc l'état du marché, on va le définir ensemble, comment on le définit, comment on le cherche. La différence entre un move et un straddle. Et ensuite, évidemment, on parlera de ma stratégie et comment j'opère sur ce type de contrat. Si j'opère encore, comment ma stratégie a évolué, parce que oui, elle a évolué depuis que je connais ce type de contrat. Alors, dans ce cas, on se rend sur Delta. D'accord? Pour l'instant, c'est le seul à offrir des contrats Move. Donc, forcément, je me rends sur Delta. Alors, c'est un exchange que j'utilise régulièrement. Alors, je l'utilise régulièrement. Pourquoi? Tout simplement pour les options en général. Donc, pour les contrats Move aussi, si je prends des contrats Move. Alors, on va admettre une chose, c'est que l'optionnalité des contrats Move, c'est quelque chose, en tout cas en longue, que j'utilise très peu. Pourquoi? Parce que statistiquement, on est sur un marché où on a beaucoup plus de chances de perdre si on est acheteur. Est-ce que c'est clair? Je ne vends pas de rêve, personne n'est là pour vendre du rêve. Un contrat move, en termes de statistiques et de probabilité, a plus de chances de terminer perdant que gagnant. Alors, Captain, pourquoi prendre ce type de contrat? Tout simplement parce qu'en fait, c'est un contrat qui facilite un petit peu la prise de position en termes d'options parce qu'il offre un contrat tout simplement déjà tout fait. C'est comme si vous achetez une option en achetant un move. Si vous shortez un move, c'est comme si vous shortiez une option. Et vous voyez que par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui a shorté ce contrat à 19h12, donc il y a une heure, il a fait quand même un profit assez rocambolesque. D'accord? Avec quasi 53%. Donc, de la même façon que ce type de profit, on peut le faire à l'inverse si on est acheteur. Admettons. À partir de là, le prix se ressaisit. Et d'un coup, on revient chercher le prix d'exercice. Hein, c'est la variable qu'on va essayer de voir ensemble. À quoi elle sert, comment s'en servir, etc. Et bien, potentiellement, ici, le prix du move retrace. Et dans ces cas-là, on fait un gain. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on trade un move, on ne trade pas réellement le sens du prix. D'accord? On ne cherche pas forcément la hausse ou la baisse. On cherche quelque chose de bien plus subtil, à savoir la volatilité. Alors, qu'est-ce que comprend la volatilité? Dans la volatilité, il y a la vitesse de la variation du prix. Et en plus de ça, il faut qu'on prenne en compte un autre paramètre, à savoir le prix d'exercice. Le prix d'exercice, c'est le paramètre le plus important qu'on a sur un contrat move. Alors évidemment, le temps, c'est aussi important. Évidemment, c'est avant que ça expire, c'est aussi important. Mais cette variable est la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est notre repère. Et ce repère, on doit le comparer au prix actuel du Bitcoin. Donc, actuellement, on a un prix d'exercice à 26 650, à savoir inférieur au prix actuel du Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on se rapproche de ce prix d'exercice, forcément, le prix du move va baisser.
Pourquoi? Parce que c'est notre repère. Donc, sachant qu'on on était en tout cas ce matin largement au-dessus, c'est pour ça que le prix du move était pricé à 2500. Et maintenant qu'on se rapproche du prix d'exercice, c'est pour ça que le prix du move est en train de fondre. Donc, si nous, on est acheteur de ce type de contrat, on est obligé de bien comprendre ce prix d'exercice. Donc, simple. Si on est long, c'est qu'on spécule sur un éloignement de ce prix d'exercice. Si on est short, c'est parce qu'on spécule sur le fait que le prix va chercher, va se rapprocher de ce prix repère du strike price. Est-ce que là-dessus, c'est à peu près clair ou il y a des questions? Alors, doucement mais sûrement, je vais répondre à toutes les questions concernant cette première partie. Derrière, on enchaînera sur la suite, mais on démarre là-dessus. Le strike price peut être négatif. Non. Bah non, parce que c'est le prix du Bitcoin. Donc à part si tu penses que le prix du Bitcoin peut être négatif, il n'y a pas de raison d'avoir un strike price négatif. Alors, on gagne des USDT. On gagne des USDT, tout à fait. La vitesse du mouvement joue sur la variation du prix légèrement. Pourquoi? Parce que ici, on a légèrement ici des facteurs qui vont rentrer en jeu dans le pricing du contrat. D'accord? Donc légèrement, oui. Là, on ne les voit pas, mais normalement, il y a un petit peu de grec qui rentre en jeu. Donc oui, la volatilité, la vitesse jouent un rôle. Pourquoi? C'est-à-dire que si par exemple on a actuellement, comme c'est le cas tout de suite, beaucoup de prix, d'accord, beaucoup de volatilité déjà, eh bien ça va tout simplement légèrement influencer, comme vous pouvez le voir ici, il y a l'implied volatilité, ça va légèrement gonfler aussi le prix du move. C'est-à-dire que dans le calcul du move, il n'y aura pas uniquement ce qui existe au-dessus de 26 500, mais il y aura aussi la volatilité qui sera légèrement pricée aussi dans le prix du move. Donc c'est pour ça que si on est acheteur de move, et donc dans ces cas-là, on va passer à la prochaine étape, donc on ne brûle pas d'étape là-dessus, on va en parler, mais tout simplement lorsqu'on se place sur ce type de contrat, c'est très important de prendre en compte l'état du marché. D'accord? Donc acheter un move, par exemple, aujourd'hui, à 16h, c'était une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que déjà, on était ultra éloigné du strike price. Donc,
qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait à aller à 30 000, 32 000, pourquoi pas? Mais bon, c'était quand même pas forcément ce qu'il y avait de plus sensé. Et qu'est-ce qu'on voit aussi ici? On voit que le prix avant la réunion de la Fed, que le prix tout au long de la journée a gonflé de façon super sèche. Donc, ça veut dire qu'on achète un contrat qui est déjà ultra cher. Est-ce que ça a du sens de le faire? Pour moi, non. C'est comme si actuellement on achetait une résistance. Moi, personnellement, j'aime pas acheter des résistances. Donc, par principe, par défaut, j'ai toujours tendance à essayer, si j'achète un move, d'être très très proche du prix d'exercice. D'avoir peu de volatilité au préalable pour que derrière, si à un moment donné le prix commence tout simplement à nous dessiner des choses intéressantes, à bouger, je sois immédiatement gagnant. Sinon, pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, on en revient, et on continuera un petit peu plus tard là-dessus, quand on parlera de ma stratégie, on revient au fait que, dans la majorité des cas, il est en fait préférable de absolument pas acheter ce contrat, mais de plutôt le short. Quel est le risque en shortant ce contrat? Bah évidemment, c'est qu'il n'est pas forcément super facile de mettre un stop loss. On peut très bien tout simplement être assujetti une grosse mèche qui vienne avoir notre stop loss, etc. Mais en revanche, on est obligatoirement, sauf si on veut se faire liquider, alors après évidemment peut-être que des gens ont envie de se faire liquider, mais si on short ce type de contrat, il est obligatoire, et je vous le conseille plus que vivement, de mettre un stop loss. Pourquoi? Parce que si le prix, admettons, dessine un short squeeze, dessine une hausse monumentale, et qu'on est short sur ce contrat, on va se faire liquider. D'accord? Et ça va très 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 vite. N'oubliez pas qu'on mise plus sur le prix, on mise sur la volatilité. Donc, vous savez qu'on est en crypto, et qu'en crypto, il y a des moments où la volatilité est extrême. Donc, si on fait pas attention à ce genre de subtilité, qui n'en est pas vraiment une, on peut prendre très lourd. Et évidemment, c'est pas le but. Donc, si vous shortez un contrat move, ce qui est statistiquement plus rentable que de long un contrat move, mettez un stop loss. C'est quasi obligatoire. Donc, on n'oublie pas les paramètres importants. Prix d'exercice. Combien de temps avant l'expiration? Vous voyez qu'ici, on a l'IV. D'accord? Donc, si vous achetez une IV élevée, potentiellement, ça aura un impact négatif sur votre achat. Généralement, il est toujours préférable d'avoir une IV faible ou moyenne. D'accord? Je dirais entre 50 et 60. 76, c'est déjà bien élevé. Donc, évidemment, je n'irai pas shorter ça non plus, surtout après cette baisse. Donc, tout ça pour vous dire que ces paramètres-là jouent un rôle très important. Et d'ailleurs, vous voyez ici que le mark price diffère légèrement du prix qui est ici. D'accord? Vous ne laissez pas avoir. Ce qui compte, c'est ce prix-là. C'est le prix auquel vous achetez ce contrat. Donc maintenant, on va parler un petit peu des risques et quels paramètres risques utiliser lorsqu'on traite ce type de contrat. Et vous allez voir que lorsqu'on est acheteur, c'est assez simple de maîtriser son risque. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut être acheteur sans stop loss et au max, on perdra ce qu'on a misé. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai mis un BTC, un contrat move, c'est à peu près 1140. Et vous voyez qu'ici, il est écrit premium. Donc, le premium, c'est la somme que je risque. Donc, dans ce cas de figure, s'il n'y a plus de volatilité, absolument plus rien jusqu'à dans 1 heure et 16 heures, enfin dans un jour et 16 heures, dans ces cas-là, je perds $1000 si j'ai misé $1000. Est-ce que là-dessus, c'est clair?
on peut aussi partir, par exemple, sur la même avec un stop loss. Et là, par exemple, admettons que je me dis, et c'est pas forcément facile, d'accord, à me placer un stop loss cohérent. Donc, ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. On n'est pas sur un niveau de prix classique comme on a l'habitude de voir. On est sur un paramètre bien plus complexe. Donc, c'est pour ça que généralement, quand j'achète ce type de contrat, j'ai tendance tout simplement à mettre une somme que je suis prêt à perdre. Bien que là-dessus, j'ai un peu évolué sur cette stratégie, c'est à peu près comme ça que je fais. Donc ici, admettons qu'on soit acheteur, donc toujours en prix limite, d'accord? Ne cherchez pas à acheter dans la précipitation, on veut toujours un prix limite, donc pour avoir un prix limite, c'est simple, on clique ici, tac, et là par exemple, je vais être acheteur. Donc normalement, mon ordre est déjà en place. C'est-à-dire que si on vient chercher ici les 1118, je rentrerai dans le trade. Alors, il y a deux choses qui peuvent s'offrir à moi. C'est tout simplement attendre que je sois exécuté pour placer mon stop, ou tout simplement ici, déjà placer mon stop. Et donc, dans ces cas-là, je mets 850. Je sais que je perdrai 134 $ si il n'y a plus de vol. Donc là, si je suis acheteur, et admettons que je sois acheteur, donc comme c'est le cas, hein, je ne sais pas si je vais me faire exécuter, possible, je mise sur quoi? Donc là, évidemment, j'attends vos réponses. Forte volatilité, une forte augmentation. Donc si j'achète, c'est tout simplement la bonne réponse, c'est que je mise sur le fait qu'on va rechercher une hausse côté Bitcoin en termes de prix et donc potentiellement un éloignement du strike price. D'accord? Donc là, par exemple, c'est pas idiot de mettre en parallèle le prix si on est acheteur sur ce type de contrat. Essayez de voir un petit peu comment on fait pour à la fois regarder le prix du Bitcoin parce que c'est ça qui compte. Et donc du coup, on peut se faire un plan de travail où on a une moitié ici. Voilà. Et l'autre moitié là. D'accord? Et donc dans ces cas-là, on sera plus précis. Actuellement, où est-ce qu'on est sur le Bitcoin? Donc, énorme chute. On est venu chercher le gap hein, qu'on n'avait pas cherché. Donc maintenant, au moins, il est comblé, c'est fait. Ça, c'est une évidence. Alors, apparemment, je pense que c'est pas que lié à la Fed, hein, ce petit coup de FUD. C'est aussi apparemment parce que Justin Sun, c'est la dernière news qui vient de tomber, serait potentiellement accusé de peu, je sais même pas de quoi exactement, mais il serait accusé. Donc, c'est quoi le dernier tweet dessus? Bref, ça va tourner dans pas longtemps.
Donc tout ça pour dire qu'actuellement on est pile poil sur le strike price. Donc si moi j'achète ici la vol, ou si je rachète le contrat move, c'est parce que je spécule sur le fait qu'on va s'en éloigner, d'accord, du strike price, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc sachant qu'on revient d'une hausse, enfin on revient, le mouvement baissier est là. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe dans la majorité des mouvements? C'est que d'abord on a une hausse. Et après, derrière, évidemment, il se passe plein de choses. Donc, si j'étais acheteur ici, c'est parce que je spécule sur le fait qu'on ne va pas rester longtemps ici. Donc, pour moi, c'est le trade qui a le plus de sens. Alors, est-ce que derrière, ce trade a du sens? Ou alors, est-ce que je l'ai pris juste pour l'exemple? Donc, n'oubliez pas, strike price, c'est notre repère. Je crois que c'était 26 500. Si on est acheteur du move, c'est qu'on spécule sur un écartement, un éloignement de ce strike price. Plus on s'éloigne du strike, plus le contrat move sera revalorisé. Plus on s'en rapproche, plus il sera dévalorisé. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, la courbe du contrat move est assez proche de celle du Bitcoin. Ce que vous voyez. C'est quasiment la même. Alors, est-ce qu'on peut les charter? Non. Non, ils sont pas. Alors, du coup, ma question c'est, est-ce que j'ai pris pour l'exemple ou alors est-ce que c'était malin de le prendre? Pris pour l'exemple, quelqu'un répond. Baba Cool, c'était malin. C'était malin de le prendre. Alors, c'était pas idiot de le prendre, je pense. Pourquoi? Parce que je pense que on va pas stagner ici longtemps. Donc, ça veut dire que si on repart à la hausse, le contrat sera revalorisé. Donc, pourquoi pas prendre un scalp dessus, ou en tout cas, l'objectif, ça aurait été de prendre un mouvement court terme et donc jouer un petit peu sur le fait que voilà, la price action part un peu dans tous les sens, mais va probablement s'éloigner du prix d'exercice. Elle ne va pas stagner là. Alors c'est possible, et si elle stagne là, eh bien probablement le contrat va continuer à se dévaloriser. En revanche, si le prix repart dans le sens où il était, le contrat va se revaloriser. Et sachant que je suis acheteur, je veux que le contrat se revalorise. Donc, ces contrats, pour moi, ils sont ultra intéressants ou peuvent être intéressants pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas encore trop de connaissances sur les options. On est en train un petit peu de découvrir ce monde qui, j'estime, est un monde assez important ou assez intéressant d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments comme aujourd'hui, par exemple, on n'a strictement aucune idée dans quel sens va le prix. Et l'avantage des options, c'est que ça donne énormément de temps pour avoir raison. D'accord? C'est-à-dire que l'avantage des options, c'est que quand on
spécule sur le sens, ou quand on a une idée sur voilà, ce que va faire le prix, derrière, on peut se laisser le temps d'avoir raison. Et ça, c'est un avantage que n'offre pas, par exemple, un short ou un long. D'accord? Un short ou un long, si ça commence à aller dans le sens inverse de notre position et qu'on n'a pas de marge, on se fait liquider. L'avantage d'un contrat option, c'est qu'on peut spéculer sur un Bitcoin, sur le prix d'un Bitcoin, sur le prix d'un Ethereum pour beaucoup moins cher. La seule chose, c'est que ça nous donnera une limite de temps. Donc, en plus d'offrir un palmarès de stratégie de complexe à ultra complexe, de facile à ultra facile, de profitable à ultra profitable, les options, finalement, offrent une façon légèrement différente de spéculer et donc offrent un univers, on va dire, ultra intéressant pour jouer certains types de stratégies. Et donc, finalement, ces contrats move, ça nous permet de jouer sur la volatilité. Alors, à quel moment, d'après vous, c'est le meilleur moment de spéculer sur la volatilité? D'après vous, hein. Première réponse qui vient en tête, hein, évidemment. L'objectif, c'est pas de... Voilà, c'est que on réponde clairement. Il n'y aurait pas de mauvaise réponse, hein, n'hésitez pas à y aller. Ouais, discours de la Fed, oui et non. Pourquoi? Parce que par exemple, on voit qu'avant le discours, c'était déjà ultra cher. Donc pour le coup, c'était pas trop intéressant de le faire. En tout cas pour le move. En général, à quel moment il est préférable de spéculer sur la volatilité? Et si vous deviez donner une date, d'après vous, quel était, allez, sur le dernier trimestre, le meilleur moment pour envoyer un gros move? Allez, j'attends vos réponses. C'est important que vous participiez. Ça permet d'avoir un peu plus de flux. Et derrière, ça permet aussi, évidemment, euh, de rendre la chose plus dynamique. Voir si ça suit, voir si ce que je fais, ça sert à quelque chose. Alors, la date. Non. Quelle était la meilleure date? On va dire quelle aurait été pour vous, d'après vous, la date où il aurait été le plus profitable de prendre un contrat option durant le dernier trimestre? Date approximative. 13 mars, non. Non, 31 mars, c'est pas encore, c'est une date passée. 23 janvier, pourquoi pas. On va voir si qu'est-ce qui t'indique le 23 janvier. Pas mal, pas mal. C'était un beau contrat move, ouais. Eh bien, en fait, la réponse, c'est que plus il y a une absence de volatilité, d'accord, plus le prix stagne depuis longtemps. Et là, c'est vraiment le cas de ce range, par exemple, qui a duré quand même pas mal de temps. Il y a quand même un range ici qui a duré plus d'une quinzaine de jours
où derrière, on est passé d'un mouvement moyen. C'est ça qui compte. Ici, on a à peu près 1000 $. 1000 $, voilà, il y a des données statistiques. D'ailleurs, on peut s'appuyer sur d'autres données statistiques plutôt que nos données maison. Mais c'est vrai que nos données, on les comprend mieux que peut-être d'autres données qui sont offertes, comme l'implied vol, l'historical vol, etc., qui sont aussi d'autres paramètres. Mais là, tout ce qu'on peut savoir, c'est que par exemple, le coup le plus puissant en termes de move, c'est quelqu'un qui aurait été acheteur du move cette semaine-là. D'accord? Le mec qui était long, vol, move ou call option, ça a été le cas pour moi. Moi, j'étais personnellement plutôt placé sur les call options. Ça a été parmi les coups les plus profitables que j'ai fait en call option. Eh bien, c'était vraiment le jackpot. Vraiment le jackpot. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de volatilité depuis des mois. D'accord? C'est-à-dire que là, ça a stagné pendant presque un mois, plus ou moins. Et derrière, l'explosion ici aurait donné lieu à un contrat ultra profitable. Mais là, quand je dis de l'ordre de profitable, c'est que peut-être que le contrat, dans la journée, il devait valoir 400-500 $. Actuellement, par exemple, on a un move qui est tout de même aux alentours de 1000, donc qui est déjà légèrement haut. Mais la personne qui a acheté ce contrat-là, il devait être tout simplement aux alentours des 1000 $. Et donc, ou des 500, peu importe, mais le contrat a dû certainement monter aux alentours des 4000, 5000, etc. Pourquoi? Parce que le prix a varié et a explosé ultra rapidement. Et ça, c'est ce qu'on a besoin si on est acheteur d'un contrat. Par exemple, si on est acheteur d'un move sur ce mouvement, qu'est-ce qui se serait passé? On l'a acheté là. On mise sur la volatilité. Eh bien, le contrat qui aurait été gagnant deviendrait instantanément perdant. Et c'est ce qui se passe très souvent sur les contrats move. C'est-à-dire que très souvent, on a un pic au niveau du prix. Et si on est dans un range, qu'est-ce qui va se passer? On repart dans le range. Donc, l'éventuel gain qu'on a fait ici, il a disparu. Donc, c'est là où on vient à l'étape qui est ultra importante, à savoir définir l'état du marché. Et les moves et le succès de ce type de contrat va dépendre énormément du type de marché. Ça veut dire que par exemple, on était dans un range. Donc forcément, on va dire que tout au long de ce range, la clé de la réussite était de shorter le move quasi tous les jours. Et enfin, au moment où on est sorti du range, c'est là où ça commence à exploser. Donc toute personne qui a tenté le short, il doit y en avoir, il y en a souvent qui se font avoir, se sont fait exploser. Et pareil, d'accord? Quand on vient à peine de lancer une folie comme ça, il est bien plus préférable de tout au long de la tendance chercher des points d'entrée longues. Et vous voyez qu'on a consolidé, mais quelques jours après, on est reparti. Donc l'acheteur était en avantage. Pareil ici. L'acheteur, après avoir été perdant, est redevenu avantageux. Pareil ici. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? On repart en phase de range. Donc, il est probable que pendant cette phase, il soit préférable de, par préférence, shorter la volatilité. Alors, shorter la volatilité quand on s'éloigne du prix d'exercice. Actuellement, vu qu'on est proche du prix d'exercice, on aura plutôt tendance à spéculer sur un éloignement. Mais la strat, dans ce cas de figure, serait que si on se retrouve à nouveau sur la borne haute, pourquoi pas shorter ou tenter un short, par exemple. Donc, pour résumer, une fois qu'on a défini des conditions de marché et qu'on a surtout défini quelque chose de anormal, d'accord, et
Qu'est-ce qui est anormal? C'est ce qui s'est passé, on va dire, entre le 8 novembre et le 5 janvier, à savoir plus de volatilité, plus rien. Stagnation complète du prix. Et c'est ce type, on va dire, de conditions anormales qui doit arriver 2 fois dans l'année peut-être. Eh bien, c'est dans ce type de moment qu'on doit se dire, ok, il n'y a plus de volatilité. Et c'est anormalement calme depuis un certain temps. Je tente un achat pour cette semaine. De préférence, on peut utiliser mon outil que j'aime énormément, vous le savez, à savoir le Shop Index. Donc quand on a un Shop Index chargé à balle en daily, en couple avec un Shop Index chargé à balle en 4 heures, c'était le cas ici, donc pour le coup, vu que la volatilité était extrêmement extrême, bah, c'était pas forcément un coup intéressant. Mais de préférence en couple ici, avec ici un shop chargé. Et là, par exemple, quelqu'un qui était acheteur de volatilité, il a certainement profité ici de cette baisse. Donc, quand on est acheteur de volatilité, on doit chercher tout simplement une baisse de volatilité anormale. Et là, par exemple, on voit que tout au long de cette consolidation, c'était une baisse de volatilité anormale. Donc, pourquoi pas être acheteur de la vol? Mais moi, personnellement, quand je suis acheteur de ce type de contrat, j'essaye d'être un acheteur rare. C'est-à-dire que quand j'ai des conditions de marché ultimes, et pour moi, les vraies conditions que j'ai de marché, elles ont été là. Et c'est là où j'ai fait énormément d'argent. Pourquoi? Parce que là, c'était un coup en or. Est-ce que ça se clarifie dans votre tête? Ou est-ce qu'il y a encore des questions? On ne peut pas le prédire. Là, on ne pouvait pas savoir quand est-ce que ça allait exploser. Le Shop Index nous prévenait, d'accord, que le shop était chargé à balle, en daily, ici. Donc, déjà, on est à peu près prévenu. Il peut y avoir des faux départs, il peut y avoir des fausses... voilà, des espèces de faux espoirs. Ça arrive, des faux départs, mais généralement, cet outil nous permet d'être assez juste. Alors, du coup, c'est pour ça que finalement, quand toutes les conditions de marché sont réunies, quand tous les éléments sont réunis, on peut se tenter ce type de contrat. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que derrière, si on est acheteur, on n'a pas forcément de risque de liquidation. Et derrière, donc là, j'ai pas été pris, hein, c'est dommage parce que j'aurais déjà été gagnant. Donc tant pis. On a frôlé mon point plusieurs fois, mais on l'a pas eu. Donc, ces contrats sont pratiques. Pourquoi? Parce que ça vous permet de prendre un combo option. Ça vous permet d'être long et short à la fois. Et ça vous permet aussi tout simplement de miser sur la volatilité. Et quand on ne sait pas dans quel sens ça va partir, ça a un avantage. Donc, je vais essayer de répondre au max de questions. Et ensuite, on va essayer de comparer un petit peu la différence entre prendre un contrat move et un straddle. Et quel est l'avantage de l'un et de l'autre, ou de l'un par rapport à l'autre. Alors là, je voulais le montrer comment acheter. Mais c'est classique, hein, c'est comme un long normal. Hein. Ici, par exemple, je mets la taille de position que je souhaite. Par exemple, ici, ça me coûte
447. Donc j'ai besoin d'avoir au moins 447 de marge disponible. C'est évidemment une condition nécessaire. Derrière, je clique sur Buy. On peut tout de suite mettre un stop loss si on le souhaite. Par exemple, tout à l'heure, j'avais mis 750. Ou alors, on peut le rajouter une fois qu'on aura été exécuté. Par exemple. Donc là, je vais me mettre en premier sur l'order book. Voilà, je suis passé ici. Vous voyez que le spread est gros sur ce type de contrat. D'accord? Ça a des inconvénients. Il faut faire gaffe. Quel est le gros avantage? C'est que ici, je peux spéculer sur la variation du prix du Bitcoin avec 400 $. D'accord? Donc l'avantage, c'est qu'ici, avec peu de marge, je peux spéculer sur ce qui va se passer là. Donc en gros, pour un petit risque, je peux gagner gros. Ou en tout cas, c'est l'objectif, on va dire. Est-ce qu'on va y arriver? C'est autre chose. Mais en gros, le vrai avantage de ce type de contrat, c'est que on n'a pas besoin d'une énorme mise de départ pour potentiellement faire un beau coup. Quel est l'inconvénient? C'est qu'on doit être aussi patient. Très souvent, et ce qui s'est passé pour mes élèves, c'est que j'ai lancé un call, entre guillemets, j'aime pas employer ce terme, mais en gros, voilà, je me suis positionné acheteur sur ce type de contrat. Ça a marché ultra violemment bien. Les mecs ont fait 300-400%. Et donc l'erreur fatale, c'est de vouloir refaire la même juste après. Retenter le jour d'après, etc. Sauf que il faut rappeler et il faut comprendre que dans ce type de contrat, on a plus de chances d'être perdant que d'être gagnant. Et donc très souvent, finalement, on se prend au jeu de refaire. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est perdant. Donc il faut comprendre qu'on doit être capable d'attendre que les conditions nécessaires soient réunies pour pouvoir mettre en place ce type de trade. Donc, comme je vous disais, le gros avantage, c'est que on n'a pas besoin d'être misé sur la hausse ou la baisse. On peut miser peu importe sur le sens. Qu'on n'a pas besoin de beaucoup de marge. Et que finalement, en fait, c'est un trade option simplifié. Donc c'est vraiment un premier pas dans le monde de l'option. Alors c'est vrai que ce genre de contrat, je les explosais au départ, il y a très longtemps. Vraiment, je les tradais très régulièrement longues. Alors régulièrement, non. Quand j'avais mes conditions nécessaires. Et c'est vrai que depuis, on va dire, allez, 1 an, il est bien plus difficile de trouver un bon contrat move. Donc c'est là que c'est peut-être intéressant de petit à petit, et encore une fois, il vaut mieux y aller doucement, d'évoluer vers ce qu'on appelle un straddle. Alors, avant de passer au straddle, on va essayer de répondre aux questions. Surtout, et par exemple, aussi un autre exemple qui était vraiment génial, et c'est un peu moins valable de nos jours, ou en tout cas en ce moment, dans les conditions actuelles, mais par exemple, en mois de janvier, février, et bref, il y a quelques temps, le week-end, il se passait rien. Mais quand je dis rien, c'est strictement rien. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de volatilité le vendredi, et derrière, le week-end, il n'y avait plus rien. Et donc, du coup, les personnes qui étaient short le move le week-end, ils étaient rentables. D'accord? Et en fait, finalement, c'était quasi automatique. C'est-à-dire que ça demandait presque pas de stratégie. Vendredi, on short, on attend le plus haut, le pic, on short et derrière, il ne se passait plus rien et le contrat expirait presque à zéro. Donc, ça aussi, c'est des facteurs à prendre en compte. Est-ce que du coup, on est sur des week-ends volatiles? Est-ce qu'on est sur des week-ends non volatiles, etc., etc. Ce qui est vrai un jour n'est pas forcément vrai un autre jour. Mais tout ça, c'est des choses qui doivent servir à notre avantage. Alors, je rappelle que pour les contrats options,
et les contrats Move, j'utilise Delta. Alors pourquoi j'utilise Delta? On va dire que dans les options, dans le monde des options, il y a 3 personnes qui s'arrachent le marché. Il y a Deribit qui a toujours existé, qui est un petit peu plus réservé du coup aux institutionnels, donc qui est une plateforme propre, plutôt pro. On va pas se mentir, c'est vraiment basé pour des pros qui demandent, on va dire, beaucoup plus de capital pour certaines choses, d'accord? C'est-à-dire que elle n'est pas forcément adaptée pour des débutants ou des gens qui ont peu de capital et qui veulent se lancer dans ce monde. Il y a Delta qui quand même est là depuis un certain temps. Alors personnellement, j'essaye en tout cas de collaborer avec l'équipe pour la rendre ou le rendre de plus en plus performant, le rendre de plus en plus adapté à mes besoins, aux besoins tout simplement des traders crypto. Mais Delta est là depuis longtemps. D'accord? Il a tenu, on va dire, la majorité des orages. Et donc maintenant, sachant que j'estime qu'il est ultra probable que le marché des options se développe et continue de se développer au cours des prochaines années, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans le game. D'accord? Et enfin, on a d'autres arrivants qui sont arrivés plus tard et qui tentent, mais qui ont encore un peu de mal, comme Bybit, de lancer des contrats options. C'est pas des spécialistes, c'est pas... voilà, ils ont moins, on va dire, d'expérience dans le domaine. Et donc, par exemple, ça fait que derrière, ça a aussi des inconvénients de trader sur des plateformes qui n'ont pas forcément, tout simplement, toujours été dans ce monde. Donc, l'avantage, c'est que voilà, Delta, ils savent ce qu'ils font évoluer leurs produits et l'objectif, évidemment, c'est qu'ils continuent à se performer. Donc, si vous n'avez pas de compte Delta, je peux que vous inviter à utiliser mon lien. Et l'avantage, finalement, que vous avez en utilisant mon lien, c'est que derrière, vous êtes invité, une fois que vous avez utilisé mon lien, à un groupe Telegram que j'ai mis en place. Et en fait, l'avantage, c'est qu'avec ce groupe Telegram, vous allez pouvoir poser des questions. Moi, personnellement, parfois, je poste des plans options. Je poste des idées. Et aussi, évidemment, l'objectif, c'est qu'entre membres, on se poste aussi des idées. Donc, réellement, si vous n'avez pas de compte, Delta, c'est le moment, si vous souhaitez tester ce type de contrat, d'utiliser mon lien. Et sinon, évidemment, on se retrouve sur le Discord si vous souhaitez parler options. Alors, je regarde un petit peu le chat. J'ai pas pu regarder précédemment. Et surtout, là, les options coûtent excessivement cher. Faut les acheter surtout quand ça range. Exactement. Les options, on les achète quand ça range. Et en tout cas, dans ma stratégie, c'est d'acheter quand réellement ça range énormément. Donc, j'achète très peu d'options. Mais voilà, je me permets d'en acheter quand j'estime que mes critères sont remplis. Même question, on peut exploser en volat et réduire la différence avec le strike price, du coup, long ou short? Je suis pas sûr d'avoir compris. Alors, si la volat est flat, on long, loin du P, non. L'avantage, enfin, je pense que si on est long, il est préférable d'être long lorsqu'on est proche du prix d'exercice. D'accord? Parce que si la volat est flat et qu'on est loin du prix d'exercice, il est possible que derrière, d'un coup, le contrat se dévalue. C'est un peu ce qui s'est passé. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix est stagné ici, très proche des 28 000. Et d'un coup, il a commencé tout de même à chuter. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu plus de volatilité. Sauf que vu que le contrat coûtait ultra cher, derrière, la première baisse, ça a dévalué le contrat de 50%. Donc, non, il est tout de même préférable, quand on est long, ou de chercher un long proche du prix d'exercice. D'accord? Sinon, c'est tout de même voilà, assez kamikaze comme approche. Alors, le problème, c'est que tous les sites d'options, en général,
ont des maintenance. Malheureusement, ça va avec. Deribit en a régulièrement. Delta en a aussi. Et c'est très difficile pour ce type d'exchange de ne pas avoir du tout de maintenance. Donc il y a souvent de la maintenance. Alors souvent ça peut arriver, ça dure quelques heures. Donc certains cas où parfois ça dure 10 minutes, parfois ça dure une demi-heure, ça reste raisonnable. D'accord ? Il y a eu des moments où il y a eu des... Voilà, où ça peut bugger un peu plus que d'autres. Mais normalement ça répond plutôt bien. D'accord ? Et c'est normal. C'est que c'est des produits complexes. C'est des produits qui demandent beaucoup plus d'attention que des produits classiques. Mais c'est des produits qui derrière offrent, on va dire, une stratégie complètement différente à celle qu'on peut avoir habituellement. Et personnellement, en tout cas dans ma façon de voir les choses, j'aime diversifier mon approche. Donc par exemple, ceux qui me connaissent, ceux qui sont dans ma communauté, savent que petit à petit, je me diversifie de la crypto. D'accord ? J'investis dans d'autres choses. Je cherche maintenant, tout simplement, pourquoi pas tenter des coups dans le forex, chercher des coups sur les actions américaines, diversifier avec de l'immobilier, diversifier avec, par exemple, les montres de luxe. Bref, mon objectif, c'est d'être toujours à l'affût. Et je pense que, évidemment, qu'il est très important de dominer un domaine avant de chercher à dominer un autre. Ça, c'est évidemment un conseil que je vous donne. Mais c'est aussi très important d'égayer sa curiosité et de tout le temps chercher à innover. Alors, encore une fois, il faut arriver à faire un juste milieu et un équilibre entre innover, se chercher, mais aussi arriver un petit peu à se spécialiser. Et ça, c'est la grande difficulté. D'accord ? Ce qui se passe, et très souvent, c'est ce qui se passe, c'est que quand on est débutant, quand on se cherche, on fait un melting pot de tout ce qui existe et on essaie de se l'approprier. Ça ne marche pas. Généralement, il est préférable de tenter une stratégie, de tenter quelque chose qu'on pense être juste et de le tenter assez pour que derrière, on sache si réellement c'est intéressant ou pas. D'accord ? Et très souvent, ce qui se passe, c'est que le mec commence à faire une stratégie sur les indicateurs techniques, mélange de la price action, mélange du SMC, derrière fait un mix, on sait même plus ce que c'est, et donc du coup finalement il y a zéro profitabilité. On profite de rien du tout. On profite finalement de faire un petit peu de tout et n'importe quoi. Et généralement ça marche pas. C'est pour ça que, évidemment, je pense qu'on a le droit d'avoir plusieurs mentors, on a le droit d'avoir plusieurs guides, on a le droit de tenter plusieurs stratégies, on a le droit de d'avoir envie de tâter les options, d'avoir envie de tâter autre chose. Mais c'est très important qu'on ait des lignes de conduite et qu'on soit capable d'aller jusqu'au bout des choses. D'accord ? Pas dire « Ah, voilà, j'ai testé 2 fois, ça marche pas. » Non. Tester. Vraiment. Un vrai échantillon. T'as pas testé 100 fois la méthode, tu l'as pas testé réellement. D'accord ? Tu as essayé de la tester. Donc, je pense que ceux qui me connaissent savent que mes méthodes fonctionnent. Et donc maintenant, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que c'est à force tout simplement de répétition, de s'approprier ma méthode tout en gardant ses propres paramètres. C'est-à-dire que derrière, bien que ça soit ma méthode, si derrière elle ne vous appartient pas, ça ne marchera pas. Et donc chacun a ses petits paramètres spéciaux. À vous de les trouver, à vous de voir ce qui vous convient, à vous de voir ce qui marche dans votre tête. Mais derrière, je peux vous assurer que tout ce que je fais, ça marche. Alors évidemment, il y a des moments où ça ne marche pas, il y a des moments où je me trompe, il y a des moments où je perds de l'argent. Mais dans la globalité, ça marche. Donc, c'est très important de chercher à être régulier. On veut tenter l'expérience Move, on veut tenter, pourquoi pas, de s'aventurer sur ce type de contrat, mais on le fait vraiment. Alors,
le mouvement d'aujourd'hui, on aurait potentiellement pu le short. Pourquoi? Ou en tout cas, dans notre approche, pourquoi on aurait pu se dire qu'on va le short? Un, pure price action, c'est-à-dire qu'on a franchissement, réintégration. Donc ça, c'est une de mes méthodes préférées, à savoir une sorte de swing fail popcorn. Donc on voit qu'on passe et qu'on réintègre. Donc tout simplement, c'est généralement ce qu'on appelle un fake out. Et derrière, vu que le prix était excessivement éloigné du strike, il suffit que le prix du Bitcoin baisse pour que le strike ou que le prix du contrat se dévalue. Donc finalement, aujourd'hui, il aurait peut-être été préférable d'être short. Pour la simple bonne raison que derrière, ici, le prix, ici, il suffisait que le prix chute pour que derrière, le prix du contrat move se dévalue et donc on soit gagnant. Et derrière, on aurait pu éventuellement shorter ici avec beaucoup moins de marge que si on avait shorté un Bitcoin. Donc derrière, si ici, la différence entre avoir shorté le Bitcoin et avoir shorté le move, c'est que potentiellement, on aurait fait beaucoup plus d'argent en shortant le move. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la moitié de sa valeur. Donc ça aurait été évidemment un trade ultra profitable. Mais derrière, ça nous aurait demandé beaucoup moins de marge. Là, pour shorter un BTC, on peut faire du levier 10. Allez, ou un peu plus. Mais ça nous aurait demandé beaucoup plus de marge. Je ne sais pas si je l'ai expliqué ou non. C'est quoi la différence entre un long move et un short move? Le but du short move, c'est de shorter la volatilité. Donc quand on short un move, c'est qu'on spécule sur le fait qu'on va se rapprocher du prix d'exercice. Rappelez-vous, le prix d'exercice est bien affiché. Donc, je vous glisse le lien Delta Exchange si vous souhaitez vous initier aux options. Et une fois que vous avez tout simplement souscrit à ce lien, dans ces cas-là, je vous invite aussi tout simplement à nous écrire ou à lancer un ticket sur le Discord. Une fois que vous allez lancer un ticket sur le Discord en disant que vous avez bien été sur le lien, on vous rentrera tout simplement sur le Discord, enfin sur le Telegram. Donc ça, c'est nickel pour ceux qui ont des questions, ceux qui veulent aussi évidemment poser des questions après coup. Parce que à chaud comme ça, c'est super facile de comprendre. Mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe lorsque je serai plus là. Alors, maintenant, pour terminer, on va comparer le move à tout simplement un straddle. Et on va essayer d'expliquer pourquoi finalement il est peut-être préférable à terme d'utiliser un straddle plutôt qu'un move. Donc là, on se rend tout simplement sur cette partie-là si on est sur le moniteur Delta Exchange. On clique sur Strategy Builder. En fait, en cliquant là, ça va nous permettre tout simplement de backtester et de tester la rentabilité de son option et de ses options. Donc en fait, c'est quasi nécessaire si on veut savoir s'il est intéressant ou pas de trader ces options. Donc, on va construire ensemble un straddle, un move fait maison. C'est-à-dire que finalement, on va acheter un call et un put en même temps. Rappelez-vous, actuellement, ce contrat move, que je viens d'acheter d'ailleurs, le prix d'exercice est à 26 500. Et il reste 1 jour, 15 heures pour
que le contrat expire. Donc ici, par exemple, si je fais ça et que je choisis des options pour dans 2 jours, ça revient exactement au même que si ici j'achetais un call et que j'achetais un put à 26 500. Et en fait, avec cette petite manip, j'ai tout simplement mis en place mon propre contrat move. Quel est l'avantage, en gros, de mettre en place ce type de strat? Déjà, l'avantage, comme vous pouvez le voir, c'est que mon risque est légèrement plus faible ou quasi similaire en vrai. Mais l'avantage que je vais avoir à le prendre tout seul, c'est que derrière, plutôt que de choisir une date, surtout si je spécule sur le fait que le prix va exploser dans pas longtemps, mais que je ne sais pas quand, l'avantage, c'est que finalement, je peux me permettre une date un poil plus éloignée. Donc revenons dans un cas de figure où par exemple je spéculerais sur le fait qu'on est dans un range et qu'on va sortir de ce range à la hausse. Admettons shop index. Si je choisis 2 jours, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que dans 2 jours il se passe strictement rien. Alors que si derrière je me dis voilà ça va arriver dans les 15 jours qui viennent, eh bien dans ces cas-là je peux me construire mon propre contrat. Et dans ce cas de figure, par exemple, je prendrais évidemment un contrat proche du prix d'exercice. Pourquoi? Parce que comme ça, plus on s'éloigne du prix d'exercice et plus mon contrat sera gagnant. Ou en tout cas, c'est l'objectif. Donc, je sais que ça peut paraître complexe à premier abord. Je sais qu'il y a encore énormément de questions sur le sujet. Et j'essaye de clarifier des concepts qui ne sont pas forcément simples à expliquer, qui ne sont pas réellement compliqués, mais qui demandent, on va dire, une certaine ingéniosité à comprendre. Mais une fois qu'on a compris, ça passe comme une lettre à la poste. Rappelez-vous la fois où vous avez regardé un chandelier japonais pour la première fois, vous n'avez pas commencé à maîtriser ce que ça voulait dire. Il y a eu une période d'adaptation où derrière, on a commencé à réellement comprendre ce que signifie un chandelier japonais. Et plus on a regardé le chandelier japonais, plus on a compris que finalement, ok, voilà. Maintenant, je vois ça, c'est quand même intéressant. Et avant, on ne le voyait pas. Donc c'est pareil, c'est le même concept. Les options, c'est un terrain de jeu supplémentaire, une corde de coups supplémentaire à votre arc qui peut tout simplement être pris en compte régulièrement. D'accord? C'est rare, mais il y a des moments où derrière, si on chope, si on prend un bon call option, eh bien dans ces cas-là, on se met ultra bien. Et sur certains contrats, ce mois de janvier, et bravo à ceux qui l'ont pris avec moi, on a clairement tripliqué. Donc c'est pas rien. Alors on va terminer. Alors le strangle c'est aussi pas mal. Ça a des avantages et des inconvénients. D'accord? Quand on prend un strangle, c'est parce qu'on pense et réellement on se dit que le prix va exploser. Et donc on a besoin quand même d'une belle variation pour un strangle. Et donc du coup pour le strangle, c'est le même concept d'acheter un call et un put, sauf que derrière on choisit des contrats plus éloignés. Par exemple, ici 30 000 et 25 000. Mais donc d'abord on reste, on va dire, sur le move et le straddle avant de complexifier les choses pour certains qui n'en sont pas encore là. Mais donc, le strangle et la différence avec le straddle, c'est que le straddle, c'est qu'on spécule et c'est qu'on achète des contrats très très proches du prix actuel. Et ça a un coût, d'accord? Forcément. Vous voyez qu'ici, par exemple, le contrat actuellement, le prix est à 27 176. Les contrats autour
de 27 000 sont élevés. 1500 ici, 1300 de ce côté-là. Alors que derrière, quand on va taper des contrats plus éloignés, comme par exemple ici à 30 000, ça nous coûte 540. Donc forcément, en prenant un strangle, le coût de revient sera plus raisonnable. On va le prendre tout de suite pour terminer avec cet exemple. En revanche, on aura besoin d'une plus belle variation de prix avant d'être rentable. Alors, du coup, c'est d'enlever sont les derniers contrats. Tac, tac, tac. J'enlève un peu tous les contrats qui traînent, hein, évidemment, pour pas fausser. Voilà à quoi ressemble un strangle. Donc pour être rentable, on a besoin d'une plus belle variation de prix. Alors oui, tout à fait. Vous voyez qu'ici, je commence à être rentable. Donc plus on se rapprochera et plus on repartira de là où on vient sur le prix, et plus ici, je commencerai à être rentable. Et là, par exemple, je peux aussi me permettre d'ajouter un stop loss pour être safe. Par exemple, à 800, je perds 120. À 900, je perds, etc. Il faut faire attention avec son stop loss. C'est très difficile à calculer. On ne peut pas calculer son stop loss de façon ultra précise. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est pas, voilà, c'est pas une spéculation normale. Donc ce genre de contrat, l'avantage c'est que c'est super intéressant quand il y a eu très peu de volatilité. Tellement peu que voilà, qu'on se mord les doigts. Et derrière, pris au bon moment, quand les facteurs, on va dire, sont là, ça peut être ultra rentable. Derrière, on peut aussi s'amuser à les short. En revanche, ça demande beaucoup plus de précision. D'accord? Ça demande beaucoup plus de rigueur. Ok? Allez, on termine par du prix, de la price action et un petit peu ce que je surveille, ce que j'ai en tête et qu'est-ce que je pense qu'il est utile de surveiller. Alors, autre chose, la saison des webinaires est à nouveau ouverte. Donc, ça va repartir avec des nouveaux webinaires, des thématiques nouvelles, des thématiques que j'ai bossé depuis un moment pour justement faire en sorte que ces webinaires continuent d'être aussi attractifs, aussi intéressants. Et du coup, je vous invite à vous inscrire à la newsletter gratuite. Pourquoi? Parce que l'agenda sera annoncé. Et en plus d'être annoncé, il y aura un early bird. C'est-à-dire que pour ceux qui vont déjà s'inscrire, eh bien, il y aura une mini réduc, d'accord, pour l'ouverture, on va dire, des festivités. Donc c'est pareil, ça sera les premiers acheteurs, les premiers à profiter de la promo. Puis après, il n'y en aura plus. D'accord? Mais du coup, c'est pour marquer un petit peu le coup et l'ouverture du coup des webinaires. Donc tout le programme des webinaires, tout le programme prix, date, promo sera tout simplement déclaré ce jour-là, dans la newsletter qui arrive tous les matins.
Ok, donc je vous ai mis le lien ici. Restez à l'affût. N'oubliez pas évidemment de vous inscrire pour Delta. Si vous souhaitez utiliser mon lien, ça va vous permettre évidemment derrière d'intégrer le groupe et de pouvoir poser des questions. Ça a aussi un avantage. Et derrière aussi la newsletter pour recevoir chaque dimanche, évidemment chaque samedi en fait, c'est chaque samedi matin. Cette petite pépite où derrière, je pense que certains en ont fait déjà un rendez-vous ultra intéressant. Pas de spam, toujours tout simplement un récap sur l'actu, un récap sur les derniers articles. Donc vous les avez en exclusivité. Et derrière, du coup, samedi, ça sera sur ce samedi, ça sera sur évidemment le programme, ou en partie il y aura les programmes des webinaires. Du coup, on parle marché, on va essayer de voir un petit peu ce qui m'intéresse. Et quand il y a ce type d'événement, mon premier réflexe, c'est de regarder Coin Analyze ou la Evitas. Donc là, on va partir sur Coin Analyze parce qu'on le connaît bien. Et qu'est-ce qui m'intéresse immédiatement, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur l'Open Interest. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'Open Interest? On a une baisse massive. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il y a énormément de contrats qui ont été fermés. Et ça, c'est une indication qui m'intéresse, surtout si j'ai envie de me positionner acheteur. Et la réalité, c'est que j'ai envie de me positionner acheteur. Pourquoi? Par exemple, sur le XRP qui a explosé, énorme baisse de l'Open Interest sur une jolie hausse. Pour moi, c'est un signal d'entrée. Et donc, c'est par exemple, pour moi, clairement le type de setup que j'aurais envie de prendre. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je peux me tromper? Oui. En revanche, est-ce que ça répond à mes critères? Oui. Donc, par exemple, on va se mettre la price action de XRP en particulier. D'accord? Parce que je parle de XRP. Il est top 3 ici en termes de volume, je crois, top 3-4. Il a explosé hier. J'attendais pour me placer. Et enfin, j'ai l'impression qu'il est probable que j'ai mon entrée. Qu'est-ce qu'on a fait sur le XRP? Qu'est-ce qu'on fait? On va se décortiquer la paire. D'accord? Donc, on part de zéro. C'est d'ailleurs la pratique que je vous invite à faire. Où est-ce qu'on est sur XRP? On a cet ancien top à 50. On a cet ancien pivot à 42. D'accord? On voit ancienne résistance, support, support, c'est un pivot. On peut prendre par exemple ce que j'aime faire un petit peu pour savoir où est-ce qu'on est sur ce mouvement. Prendre le bas du mouvement jusqu'en haut du mouvement. Où est-ce qu'on se trouve? Pile poil sur l'équilibrium. Donc après tout simplement une hausse aussi sévère, c'est toujours sain d'aller tester l'équilibrium. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ça, mêlé avec une baisse de l'Open Interest, et derrière, moi qui vais détailler, qui vais décortiquer la price action, ça me fait pour moi un plan intéressant. D'accord? Plus j'avance, plus pour moi le plan se précise est intéressant. Vous voyez qu'ici, on est venu retester la zone des 0,70, 61,8, toute cette zone-là, qu'on a une belle réaction. Ancien creux. D'accord? C'est vraiment la zone ici qui a servi de conso avant que le prix parte. Et là, on est venu liquider tous ceux qui étaient là. Tous les stop loss ici, on est venu les exploser. Et on réintègre. Donc pour moi, je pense en tout cas qu'il y a les critères réunis pour me placer long. Voilà, plus ou moins le plan que j'ai en tête pour XRP. Ambitieux? Oui. Mais je serais assez tenté de me le prendre. Derrière aussi, en fonction de ce qui va se passer, je peux aussi, et pour moi l'idéal, ça serait aussi peut-être un dernier retest du bas. Tac, 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 et avant de repartir. Ça, c'est typiquement un plan scalp avec tous mes paramètres
nécessaire pour pouvoir rentrer. Alors, je rentre pas là, de préférence, je rentre sur le prochain retracement. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. En tout cas, en observant ça, ça m'intéresse. Alors, on est riche ou pauvre? Ça, c'est une bonne question. Ça dépend de où tu es rentré. D'accord. L'avantage, quand on se place bien, c'est qu'on a... Voilà, on n'est pas au jour le jour sur la richesse ou la pauvreté. L'avantage, c'est que quand on est là tous les jours, eh bien, notre richesse se fait petit à petit. Mais déjà, je pense que par rapport à notre point d'entrée ou par rapport à là où on est depuis le mois de janvier, je pense qu'on est plutôt mieux enrichi en tout cas que en fin d'année dernière. Donc en tout cas, on tend vers la richesse où c'est l'objectif. Donc voilà, typiquement ma façon de décortiquer la PA, typiquement ma façon de chercher une entrée. Et vous voyez que l'avantage de ma méthode, c'est que, on ne s'appuie pas sur un indicateur technique qui va nous mettre en retard. On s'appuie uniquement sur le prix. Donc, qui est l'auteur? Qui est celui qui va nous dire d'acheter ou de long? C'est nous. On n'attend rien du tout. On se place. On se place parce qu'on a des critères de placement. Et ça, évidemment, ça nous donne un avantage concurrentiel sur les gens qui achètent les breakouts ou qui shortent les breakdowns. D'accord? Ici, ce qui se passe, c'est qu'en plus d'avoir des gens qui ont certainement dû se faire liquider, il y a aussi des gens qui se sont fait, qui ont certainement short. Et donc, ça fait que derrière, ça nous fait une belle entrée. Donc, vous voyez qu'ici, ça retrace. Et maintenant, mon objectif, ça va être de tenter une entrée propre sur ce setup. Voir un petit peu jusqu'à où ça retrace. Est-ce qu'on va aller chercher ici les 41? Est-ce qu'on va aller chercher un peu plus bas? On n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Par exemple, il peut se passer un deuxième cas de figure, c'est que ça aille très très vite. Et dans ces cas-là, il faudra que je rentre un peu plus tard. Par exemple. Tout ça, c'est ce qui peut se passer. Mais ça, donc on va essayer de tout remettre. Ça, c'est ce que j'attendais. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher un niveau important. D'accord? L'ancien niveau ici, la petite consolidation qui a donné lieu à la suite du mouvement haussier. Donc, le mouvement haussier a démarré là. D'accord? Le break, la folie a démarré là. Mais la folie partie 2 a démarré là. Et donc, on est revenu sur une localisation intéressante. J'ai eu la réaction que j'attendais. Donc, maintenant, tout simplement, je cherche à me placer. Je cherche à me placer long. Pourquoi? Parce qu'on revient d'un mouvement haussier. Donc, au moins la première fois, généralement, ça donne lieu à un achat. Derrière, qu'est-ce qui va se passer à la suite de cet achat? Soit ça repart de plus belle. Et ça, évidemment, ça fait que j'ai eu une méga entrée pour swing. Ou soit derrière, on stagne et on continue de stagner avant d'aller chercher plus bas. Mais ça, on ne le saura jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'en me plaçant ici, je suis dans les premiers à me placer sur un rebond. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Voilà. On a fait une petite heure 30 de live. Donc du coup, on a terminé un peu sur l'analyse technique. Alors moi, je pense que c'est assez intéressant ce qui se passe. D'un point de vue macro, qu'est-ce qu'on a? On a le dollar qui baisse. On a tout simplement ici le Nasdaq sous résistance qui vient d'échouer sur sa résistance. D'accord? Donc pour l'instant, c'est un bel échec. En revanche, ce qui va se passer là maintenant est à surveiller. Ici, on a un dollar qui chute. Et on a aussi les obligations qui sont en train de chuter. Et donc ça, c'est des aspects macro
intéressants et qui m'intéressent. Donc, ça, c'est peut-être des éléments en notre faveur. Bien que ici, le prix du Bitcoin ou de l'Ethereum soit un peu dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'il est dégueulasse sur des unités de temps courtes. D'accord? Si on regarde en une minute comme ça, on a de la folie. En revanche, si on regarde sur des belles unités de temps, comme du weekly, pour moi, il n'y a rien de dégueulasse. D'accord? Pour moi, on a une résistance qui a été franchie à la hausse. Et pareil pour Ethereum. Donc, je pense que notre mission, en tout cas à court terme, c'est un petit peu de se détacher de tout le bruit qu'il y a. Pourquoi? Parce que ici, à mon sens, il y a un beau pattern. D'accord? Et ce pattern ici, il a démarré le 9 janvier et depuis, il est en pure tendance. Donc voilà, oubliez le bruit, concentrez-vous, restez, restez à l'affût, oubliez la foule. La foule est tellement à la ramasse, elle est tellement à l'envers, donc faites gaffe à la foule. Hein, la foule vous induira toujours en erreur. Essayez toujours de raisonner à double sens. Ok, j'ai un scénario, oui, mais quel est mon autre scénario? Qu'est-ce qui se passe si? D'accord? Et ça, c'est des éléments qui sont ultra importants. Derrière, si on a un plan, on a un risque management approprié, tout ira bien. Voilà l'équipe. N'oubliez pas de faire un tour sur mon guide Price Action qui vient d'être mis à jour sur captaintrading.com. N'oubliez pas que si vous souhaitez vous former à l'analyse technique, c'est entièrement gratuit sur Captain Trading. D'accord? Donc tout ce qui est base en analyse technique, vous n'avez pas besoin de débourser 1 euro. Ce site, que ça fait maintenant 2 ans que je travaille à bras-le-corps avec l'équipe, c'est une mine d'or pour des gens qui souhaitent trader. Donc profitez-en à fond. Et profitez du fait que ça soit gratuit. D'accord? Et ne payez pas pour ce genre de choses qui doivent être gratuites. Il y a tellement de notions sur l'analyse technique que ça doit être... En tout cas, moi, pour ma part, je pense que ça doit être quand même quelque chose qui doit être gratuit. Voilà l'équipe. Je vous souhaite un excellent trading à tous. Restez à l'affût.
Et mes formations pourraient être vendues des milliers d'euros, certainement. En tout cas, j'ai jamais voulu excéder un certain quota parce que je veux que ça soit accessible à tous. C'est mon objectif. Ciao, ciao l'équipe. Bon trade. Ciao.